Dans les Alpes italiennes, les gravures du Val Camonica illustrent les fonctionnements sociaux des communautés néolithiques dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les supports rocheux, en particulier de magnifiques polyglaciaires, ont été utilisés pour y exprimer les idées religieuses du moment. On reconnaît la courbure de l'arc alpin, les plaines du Pô, les deux principales villes d'Italie du Nord, Turin, Milan. Et le Val Camonica se situe en amont du lac d'Iseo, très précisément ici. Également au sommet de grands blocs-stèles, on a figuré une puissance surnaturelle sous la forme d'un disque solaire à rayons, comme à Osimo 8, ou bien d'un grand cercle. Plus bas sur le bloc, on peut voir des ribambelles d'orans, de part et d'autre d'un personnage central à la couronne solaire, Achemo 3. Le bloc de Chemo 1 montre des colonnes de bouquetins, des cerfs à ramures imposantes, d'autres animaux sauvages encore, qui évoquent des chasses consacrées. Dans toutes ces représentations rituelles, des cerfs et des armes de cuivre sont offerts à un bloc sacré. Le cerf à grande ramure apparaît alors comme l'intercesseur privilégié entre la puissance solaire et l'officiant couronné qui domine les hommes. Dans l'abri de Passepardo, sous la couronne solaire, ce sont des poignards opposés par la pointe et un pectoral qui sont représentés. On retrouve les poignards métalliques à la droite des cerfs sur le bloc de Chemo 1. Les armes de cuivre, une innovation en Italie vers 3500 avant Jésus-Christ, se trouvent ainsi affectées au domaine du sacré. La stèle de Bagnolo porte la succession maintenant classique, signe solaire, chien, pectoral, spirale de cuivre, hache et poignard. Mais au niveau du sol, la nouveauté. Un laboureur guide un arrière tiré par une paire de bœufs. À Osimo 8, la scène du laboureur succède à une première phase de gravure où des lignes de points pourraient représenter des champs cultivés. Sur la grande roche de Chemo 2 également, la disposition des représentations est respectée. Et en bas à gauche, un chariot à 4 roues surmonte un arrière attelé qui ouvre la terre arable. C'est le moment de se demander pourquoi ces innovations techniques du 4e millénaire, la traction animale, les paires de bœufs, la roue, le chariot et l'arrière ont été d'abord consacrés aux puissances qui régissaient le monde.
Partant du Val Camonica, nous avons franchi l'arc alpin, gagné la haute vallée du Rhône, le lac Léman, puis Genève, les plateaux du Jura central et le lac de Chalain en rive gauche de l'Ain. Il s'agit de comprendre le rôle social d'une innovation, l'introduction de la traction animale au néolithique. Le lac de Chalain est un cas particulièrement intéressant. Dès le début du IVe millénaire, des cultivateurs ont choisi de construire leur village sur la rive occidentale du lac. Dans ce milieu amphibie, l'architecture a été adaptée aux sols mouillés et inondables, avec des maisons sur pilotis, comme celles figurées plus tard au Val Camonica. Parmi les 33 groupes de villages préhistoriques installés en position défensive dans le marais ou sur des presqu'îles, c'est le site de Chalain 19 qui a livré le plus ancien travois néolithique, avec son joug pour atteler une paire de bœufs. Cette découverte a été faite en juillet 1999, à l'occasion de fouilles conduites par une équipe du CNRS. Un habitat de la fin du XXIe siècle a été dégagé, sous 1 à 2 mètres de sédiments lacustres, où les bois et les restes organiques se sont bien conservés pendant 5000 ans, en ambiance humide ou sous le niveau de la nappe phréatique. Dans ce processus de préservation, le rôle des sédiments blancs carbonatés, gorgés d'eau et déposés par le lac en période de crue, est essentiel. Dans notre cas, il a fallu retirer près de 200 mètres cubes de craie lacustre semi-liquide pour atteindre la couche archéologique. La présence permanente de l'eau a été la condition même de l'extraordinaire conservation de vestiges habituellement périssables. Mais il a fallu adapter les techniques de fouille, en particulier avec des épisodes réguliers de pompage, pour mettre au jour l'habitat néolithique. Une coupe stratigraphique comme celle-ci, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de visualiser sur un plan vertical l'écoulement du temps, donc la succession chronologique des différentes occupations sur le site. Par exemple ici, c'est la couche la plus ancienne, on est en 3000 avant Jésus-Christ, alors qu'ici, on a une couche de flottage qui correspond à un habitat repéré plus loin des environs de 2700 avant Jésus-Christ. Donc là, on voit 2 merlins. Qui sont constitués par un manche en bois, ici. Et puis en perpendiculaire a été emmanché un morceau de bois de fer travaillé qui a été biseauté sur la pointe ici. Donc au niveau du merlin, on voit bien au niveau du bois de fer la partie qui a complètement été biseautée et qui sert à fendre le bois pour donner les planches. La fouille se poursuit lentement pendant des semaines avec des gestes sans cesse répétés et son lot de petites découvertes quotidiennes.
C'est par dizaines que dans les dépotoirs, on trouve des haches en pierre polie, emmanchées ou non, ce qui est tout à fait normal pour des cultivateurs qui utilisent la hache de pierre pour faire reculer la forêt. La plupart des lames de hache sont de petite taille, ce sont des roches de provenance lointaine. Celle-ci, par exemple, est une éclogite qui provient des Alpes italiennes, à 300-320 km à vol d'oiseau. Cette deuxième petite hache polie est dans une magnifique jadéitite, une roche semi-précieuse, dont les carrières sont aux environs de 2300 mètres d'altitude sur la face sud-est du mont Viso en Italie. Ces petites haches très précieuses sont emmanchées par l'intermédiaire d'une gaine en bois de serre. Il s'agit d'un segment d'andouiller de cervidé avec une mortaise qui accueille la hache polie d'un côté et puis avec un tenon quadrangulaire de l'autre qui rentre dans la mortaise d'un manche monoxyle en frêne ou en érable. On remarque là le rôle très important dans le domaine technique des andouillés de cervidé, comme le cerf lui-même est très important dans la mythologie du néolithique. Là, je suis en train de dégager cet objet qui, en fait, s'apparente soit à une sorte de nasse ou un filet à poisson ou quelque chose de ce genre. Là, on voit très bien les ligatures qui passent par-dessus la baguette. On voit aussi toute une série de ligatures qui se trouvent ici et ici. Et ce qu'on voudrait savoir au labo, en retournant l'objet, c'est comment cette corde maintient la baguette par derrière, avec quel type de nœud. Et 28. Les bois horizontaux et les poteaux des maisons constituent la meilleure source d'information pour dater le village de Chalin 19. Tous les poteaux ne sont pas contemporains, ils appartiennent en fait à des maisons reconstruites au même emplacement, parfois pendant des dizaines d'années. Une rondelle est prélevée sur chaque poteau. Sur l'échantillon, on mesure alors les cernes annuelles de croissance du bois pour une datation dendrochronologique dont la précision est parfois à l'année près. On peut chercher aussi à suivre l'histoire des matériaux de construction. Si l'on regarde les poteaux, les planches, les écorces que nous avons sous les yeux, 3200 avant Jésus-Christ, des poteaux circulaires en frêne qui sont issus d'une forêt proche, une forêt secondaire qui pousse après les encultures. Vers 3040-3000 avant Jésus-Christ, les territoires agricoles, les terroirs agricoles sont élargis. On attaque la forêt primaire avec des chênes de 50 à 60 cm de diamètre. Et puis, vers 2700, la Côte-d'Ain est pratiquement vidée de ses meilleurs bois de charpente. Et on va chercher, par traction animale, des troncs et des planches de sapin à 800 mètres d'altitude, en direction du Haut-Jura, c'est-à-dire vers environ à une distance de 8 km de la Côte-d'Ain. Finalement, un beau matin, de longues pièces de bois assemblées sont découvertes dans la partie la plus basse de la fouille. Elles forment une structure triangulaire, longue de 2,80 m et large d'1,30 m, et sont reliées entre elles par des traverses parallèles. Après quelques hypothèses fantaisistes, chasse-neige, herse, échelle, tribulum, la comparaison a été proposée entre cet assemblage de bois et certaines des gravures de la vallée des Merveilles dans les Alpes-Maritimes.
Pour mémoire, nous sommes ici, avec le site le lac de Chalin, sur les plateaux du Jura central. Nous filons maintenant direction sud-sud-est, jusqu'à Nice, les Alpes du Sud. On remonte la vallée de la Roya jusqu'au col de Tende. Et là, légèrement à l'ouest, se situe la vallée des Merveilles, et en particulier la zone qui nous intéresse le plus, les Clappes de Fontanalbe. Nous sommes sur un très beau relevé, très bien documenté, d'une des choses les plus extraordinaires qu'il y ait à Fontanalbe, à 2284 mètres d'altitude, une roche en schiste colorée en orange, et c'est la roche dite des 26 attelages. C'est un peu confus au départ, mais voilà un exemple d'un premier attelage, juste au-dessus des symboles cornus des bœufs, mais là il s'agit de bœufs appariés, reliés par un joug de corne, un petit personnage devant, les bras levés, conduit l'attelage. On voit le mancheron qui est tenu par un laboureur. En se déplaçant un peu vers le bas à gauche, deuxième attelage ici, donc exactement des bœufs de même type, et un travois qui lui est de type rectangulaire avec 1, 2, 3, 4 barreaux et le joug de corne. Toujours en se déplaçant vers le bas un peu sur la gauche, un autre travois, tout petit, perdu un peu dans un fouillis de symboles, mais on reconnaît bien le joug de corne, les bœufs appariés bien sûr, un travois triangulaire avec des barreaux parallèles, et probablement s'agit-il là, pas réellement d'un travois, mais d'un char avec deux petits trous, char à cadre dit en A. Maintenant, en partant vers la droite, dans cette zone où il y a des grands panneaux représentés en noir ici, qui sont des zones entièrement bouchardées, un travois assez mal conservé, avec une superposition, on devine, sur ou sous les bœufs, je ne sais pas, on voit les encornures des bœufs, 1, 2, et les queues ici, un travois de type triangulaire, très proche de celui de Chalin, avec les traverses parallèles. Il y en a un autre encore, si ma mémoire est bonne, en descendant ici, voilà. Les bœufs, le joug de corne, travois de type rectangulaire. Et ensuite, juste comme rappel, pour souligner le parallélisme, pas des modes de représentation, mais de l'esprit de cette roche par rapport au Val Camonica, un peu partout des représentations de jardins, de champs, avec les plantations. Donc là, c'est un élément de traverse qui est fixé à chacun des montants, mais en dessous desquels passent d'autres petits éléments. Et moi, j'ai un des éléments de traverse qui passe de ce côté-là et puis ici aussi. Voilà. Et puis ça perfore bien ce montant-là. Oui. Et de l'autre côté, tu dois voir la même chose. J'ai la même chose Voilà. des deux côtés. Voilà. Tiens, je te passe la truelle, Rosemary. Elle est où, ma truelle ? Oui. La comparaison avec les gravures de Fontanalbe est convaincante. L'assemblage de Chalin a toutes les chances d'être un travois triangulaire avec de longs patins latéraux. À l'avant du véhicule, où s'ouvre la mortaise qui permet d'attacher le travois au joug, une troisième pièce de bois est en cours de dégagement. Il pourrait s'agir du joug lui-même, autrefois maintenu en place par des sangles de cuir. Maintenant qu'on a la forme en tête, si c'est un joug, on va pouvoir faire un peu de bibliographie, se souvenir de la forme avec la symétrie des deux nodosités, des deux épaississements, l'amincissement du bout et une encoche dissymétrique.
Mais pourquoi as-tu tourné le joug dans ce sens-là? Alors c'est d'une part dû à la forme de la tête et d'autre part aussi j'ai changé la façon de lier. Oui. Passe-moi ton parapluie, Pétru, je peux faire les deux. C'est gentil. Ça va? Voilà. Si tu as le bras plus long, tu pourrais aussi avoir un parapluie pour moi. Non? Ensuite, c'est les côtés de son socle. Il est en train de venir. Ici une ligature. On la verra. Je regarde s'il ne va pas reposer trop défaut. C'est bon? Oui. C'est bon pour toi? Alors, il me faudrait une ou deux boules de papier journal mouillé. Là, il tient. Là, c'est la partie, donc l'extrémité qui est encore conservée, puisque l'autre est cassée, et c'est l'extrémité qui servait au passage de la corde, sans doute autour des cornes du bœuf, pour attacher le joug. Tu as vu le bricolage, ce barreau-là? C'est des éclisses simplement. Il y a ce barreau-là qui est un très bon choix. Cette pièce-là est magnifique. Tu sais ce que c'est, ces deux manches de hache? T'as vu le montage? Ah ouais, d'accord. T'as vu le système technique comme il est? Ouais, c'est la même forme. Ouais. Encore un mot qui se balade là en bas. Ce qui est remarquable dans le système technique qui est utilisé pour les deux patins du travois, c'est qu'on a cherché probablement à imiter deux emmanchements de hache. Et voilà, ça c'est un emmanchement de hache direct, avec une tête élargie, une mortaise et la lame de pierre qui rentre à l'intérieur. Et si je croise deux manches de hache à mortaise, et que je cherche à les allonger, à transformer le manche en patin, on obtient exactement la même disposition. Ce qui est également remarquable sur ce travois, c'est le façonnage et les changements de valeur angulaire dans les deux patins. On a ici, on peut imaginer, dans l'état actuel des choses, que le travois est à l'envers, c'est-à-dire qu'on observe maintenant la face inférieure. Par rapport à la planche rectiligne, ici, l'avant a tendance à remonter et est fait pour s'accrocher directement, probablement, sur le joug en bois. A l'inverse, à l'autre extrémité, on a donné de l'épaisseur au patin pour qu'il s'use moins et on a changé sa valeur angulaire pour que le frottement soit mieux réparti à l'extrémité inférieure. Il faudrait presque quelqu'un qui fasse que ça, parce que sinon... Non, c'est chacun à sa partie, tu vois, j'essaie de lancer, mais c'est un peu Moi, je de peux l'effort. vous filer un Hein. coup de main, sinon. Ben, c'est plus pour nous apporter des Vous petits avez pas trucs comme ça au pulvérisateur fur et à mesure. Non, il faut y aller à l'eau. Le pulvérisateur rentre pas assez. On continue. Ah oui, oui, oui.
Donc là, j'ai 3 coupes dans les 3 plans du bois, le plan transversal, le plan tangentiel et le plan radial. Dans le plan transversal, donc, j'ai vu que nous avions affaire à un bois à port diffus qui présente des faux rayons. Cette coupe laisse penser à du noisetier. Dans les barreaux, donc ce barreau est en noisetier, celui-ci est en frêne, les autres sont encore pas déterminés. Par contre, j'ai déterminé donc ce montant là, qui est en frêne aussi. Il s'agit d'une reproduction grandeur nature du Travois de Chalin 19. Il est peut-être un peu surdimensionné, c'est-à-dire un petit peu plus épais que l'original. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut juger de sa solidité, le manipuler et voir comment il a été construit. Il est ici présenté en position fonctionnelle, c'est-à-dire avec la partie active des patins vers le bas et les barreaux qui supportent les charges vers le dessus. Rappelons pour mémoire que quand nous l'avons dégagé en fouille, devant cette grande maison rectangulaire, il était garé, stationné, remisé en position inverse avec la partie active des patins tournée vers le haut. Chaque patin du travois a été fait sur un frêne, sur un seul arbre. Ce qui veut dire que pour les 2 patins, pour le travois complet, on a abattu 2 arbres symétriques. La base de ces arbres, le côté souche, correspond à la base du travois. On pourrait dire que les cimes viennent se croiser au niveau de la mortaise d'accrochage sur le joug. Une chose remarquable est la courbure de la base des 2 patins, qui montre que n'ont pas été choisis n'importe quel frêne en forêt secondaire, mais bel et bien des rejets de souche qui ont poussé de façon symétrique. Chaque patin est donc constitué d'une seule planche qui a été tirée du cœur, du centre de l'arbre. Il s'agit d'une planche axiale et le cœur de l'arbre, en fait, passe ici. Les parties latérales, à droite et à gauche, ont été évacuées sous forme d'éclisses refendues ou de copeaux tirés à la hache pour avoir le profil le plus parfait possible, un profil triangulaire, avec une partie plus épaisse à la base du patin qu'au sommet pour avoir davantage de résistance au frottement et à l'usure. Et d'autre part, on a utilisé cette planche centrale, c'est la seule dans un tronc d'arbre qui ne se déforme absolument pas au cours du séchage. Chacun de ces patins, après une mise en forme sommaire, a fait l'objet d'un traitement de surface. On les a passés longuement au feu pour carboniser la surface sur probablement 2-3 cm d'épaisseur et ensuite retravaillés, amincis, avec une lame de pierre, une herminette ou une hache. Pourquoi ce traitement de surface? Déjà diminuer l'épaisseur du patin de travois. Deuxième chose, empêcher l'altération et le développement des insectes à l'intérieur du bois. On remarque aisément que les barreaux n'ont été réalisés postérieurement, n'ont pas subi de traitement de carbonisation et sont donc interchangeables. La pièce vraiment la plus précieuse, c'est chacun des patins du travois. Il faut remarquer enfin que les mortaises quadrangulaires ou ovalaires ont été établies sur la ligne du centre du tronc d'arbre, c'est-à-dire une ligne de plus grande résistance à la refente. Pour fixer, pour bloquer définitivement le barreau à l'intérieur de la mortaise ovalaire, on en a refendu l'extrémité, puis introduit un coin étroit qui est en chaîne, qui écarte les 2 extrémités. Notre travois appartient donc clairement à la famille des travois représentés dans la vallée des Merveilles, mais pas n'importe lequel d'entre eux. Il ne s'agit pas de modèles les plus fréquents, trapézoïdaux ou rectangulaires, ou éventuellement triangulaires avec une paire de roues, mais toujours sur Fontanalbe. Un cas, celui-là, ressemble étonnamment à l'exemplaire de Chalin 19 avec la même succession des barreaux, fixés sur un cadre triangulaire, le joug et une paire de bœufs. Dans le cas des attelages de bœufs, nous pensons bien sûr
à la domestication et à l'élevage du gros bétail, adoptés dans nos régions dès les environs de 5600 avant Jésus-Christ au moins. Les analyses ont montré que des bœufs, des vaches, des veaux, on a bien sûr consommé la viande et le lait et utilisé les peaux pour le cuir. Mais ce type d'élevage n'a pas grand-chose à voir avec le trio que représente l'utilisation d'une paire de bœufs. La traction animale implique une proximité de tous les jours entre l'homme et ses bœufs, un dressage de plusieurs années et l'établissement d'une domination durable. L'ensemble homme dominant et paire de bœufs dominés, tirant un arrière pour ouvrir des sillons au lieu de travailler avec un bâton à fouir ou avec une pioche en bois de serre, tractant un travois pour déplacer des charges lourdes au lieu de les porter à dos d'homme, ont constitué d'étonnantes machines volontairement pensées pour impressionner les hommes. Il ne faut donc pas s'étonner que ces innovations extraordinaires aient également participé à des rituels religieux et figuré sur les roches sacrées, comme à Fontanalbe, où un travois en action est précédé par un porteur de hallebarde en cuivre. Sur l'exemplaire archéologique, l'observation des traces d'usure à la partie inférieure du patin, celle qui était en contact avec le sol lors de l'utilisation, donne énormément d'informations sur la zone d'utilisation du travois. L'usure est une espèce de patine un peu brillante qui n'a pu se former que par frottement prolongé sur de l'herbe, sur de la terre ou sur du bois. Absolument pas sur des zones empierrées ou caillouteuses. Il est donc vraisemblable que le travois n'a jamais été utilisé en dehors du bassin tourbeux et marécageux de Chalain. Quant aux charges transportées en travois, les documents archéologiques de Chalain permettent de plaider en faveur des énormes quantités d'argile nécessaires au revêtement des maisons et aux foyers. Mais où habitait le propriétaire du travois? Le propriétaire du travois habitait une maison un peu à l'écart du village de Chalain 19, défendue par une forte palissade en chêne, à l'extrémité d'un long chemin de planches qui franchissait le bas marais. C'est d'ailleurs devant cette maison rectangulaire que le travois avait été remisé, fixé en eau peu profonde, à l'aide d'une perche verticale passant par la mortaise avant. Donc là, nous sommes exactement à l'emplacement de l'entrée de la grande maison, dans la travée centrale. Nous nous dirigeons vers les restes d'un artisanat qui ont été trouvés le long d'une des parois. Des poids de métier à tisser qui sont faits simplement modeler grossièrement à partir d'une boule d'argile, mélangée, deux argiles différentes avec une grosse perforation centrale. Ils ont été trouvés là au pied de cette paroi, au centre de la maison, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplaires. Il s'agit probablement de systèmes qui tenaient une baguette et qui mettaient sous tension la chaîne du métier à tisser. Il s'agissait donc d'un métier à tisser de type vertical, à forte valorisation sociale lors de sa première diffusion en Europe. C'est ce que démontrent, en tout cas, les représentations de métiers verticaux sur la grande roche de Nacoane, au Val Camonica. La maison d'habitation du propriétaire du travois abritait donc de surcroît le plus ancien métier à tisser du lac de Chalain. Ce métier permettait de fabriquer des tissus particulièrement fins. À la même époque, des tissus colorés à décor géométrique
était également offert aux roches des dieux, comme à Borno 1. Avec son travail attelé et son métier à tisser vertical, cette maison de Chalin offre des caractères tout à fait originaux par rapport à ses voisines. La présence d'une vaste aire de rejet de cuisson devant la maison est un autre aspect remarquable. C'est bien, mais si tu vois d'en haut, voilà, tu vois bien que... Là, on a affaire à un dépotoir qui est très classique, souvent situé sur les places du village ou devant les maisons, avec en très grande abondance des pierres chauffées, des pierres qui ont été éclatées par le feu, qui étaient destinées à restituer la chaleur pour cuire la nourriture. On choisissait des galettes de la dimension d'1 ou 2 points, sélectionnées dans les moraines de la vallée. Les plus appréciées étaient des galets calcaires à gros grains ou à nombreuses coquilles fossiles plus résistants au feu. Par charge de plusieurs dizaines de kilos, ces galets étaient chauffés à blanc sur un bûcher. De grosses pièces de viande pouvaient rapidement y être grillées. Ce mode de cuisson est caractéristique des groupes qui consomment de grandes quantités de viande lors de fêtes collectives. On ne peut manquer de suggérer un rapport entre ces pratiques et les chasses consacrées, telles celles du Blockstel de Lovero en Valtelline. À la fin du XXIe siècle, une dizaine de petits villages s'alignaient sur la rive de Chalin. Chacun comptait 10 à 12 maisons et des greniers à céréales. Tous avaient la même disposition, défendus par des palissades et desservis par des chemins de planches. Mais sous cette apparente uniformité, tous les hommes n'avaient pas la même position hiérarchique. Plusieurs d'entre eux, mais pas tous, pouvaient s'afficher avec un poignard en silex venu de Touraine, à 450 km à vol d'oiseau, ou des Alpes de Haute-Provence, à 350 km. Mais parmi ces privilégiés, l'un au moins avait une position hiérarchique complètement différente. Celui qui avait détourné à son profit de remarquables innovations, le premier véhicule tiré par des bœufs et le plus ancien métier à tisser. En quelque sorte, cet homme dominant s'était attribué 2 des inventions réservées aux dieux, telles qu'elles sont représentées à Fontanalbe et au Val Camonica. Un peu plus tard, à partir de 2600 avant Jésus-Christ, le même processus de compétition entre les hommes est encore à l'œuvre. Les stèles anthropomorphes de Sion en sont l'exemple le plus célèbre. Depuis Chalin, pour gagner Sion, on franchit d'abord le Jura, on suit le lac Léman, il faut ensuite remonter la vallée du Rhône jusqu'à Sion en Valais. De grandes stèles plantées verticalement devant des dolmens. Elles ont une découpe anthropomorphe. On reconnaît la tête, les épaules dégagées par bouchardage et un visage où ne sont suggérées que quelques lignes essentielles, celle des sourcils et celle du nez, qui donnent un aspect du visage dit en T. On reconnaît la position classique sur la plupart des stèles avec les mains qui sont posées sur le ventre, les doigts de part et d'autre, un niveau de ceinture avec les attaches, les fixations de part et d'autre, et les décors ou de losanges ou de triangles opposés ou alternés qui sont les représentations des décors des vêtements.
armé d'un poignard et d'un arc, l'ancêtre mâle figuré sur la stèle possède de somptueux vêtements à décor géométrique coloré, au lieu de la simple pièce de tissu autrefois offerte au dieu du Val Camonica. Son effigie monumentale est plantée devant un dolmen où sont regroupés les morts les plus signifiants de son lignage, à l'extrémité d'un long podium triangulaire empierré qui figure un travois. On peut soupçonner que, tous ensemble, ancêtres prestigieux et descendants, partent vers une autre vie, portés par le travois des dieux.